Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler vélo, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Aujourd'hui, c'est une équipe espagnole. Encore, vous allez me dire, et oui, on va parler de l'équipe de l'Equipo Kern Pharma, saison 2023 de cette formation. On va parler également du mercato. Il y a eu pas mal de changements, ils ont perdu pas mal de pépites. Et puis on parlera également du maillot 2024 de cette formation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous allez suivre en 2024, qui vous a plu, qui vous a déçu en 2023. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment du biathlon. Même si aujourd'hui j'ai pas eu le temps de voir totalement les poursuites. Je montais des meubles, tout simplement. Et puis, on commence tout de suite par cette vidéo. Puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. L'Equipo Kern Pharma, équipe qui commence à avoir un petit peu d'âge quand même. C'est une équipe qui a débuté en 2020. Avant, c'était une équipe qui était amateur espagnol. L'objectif de Kern Pharma, former des jeunes pépites espagnoles qui, il faut bien le dire, quand ils se sont lancés en 2020, avaient un petit peu du mal à éclore. Parce que peut-être de la mauvaise formation en amateur, tout simplement. Et l'idée de Kern Pharma était de faire passer ces coureurs-là d'amateur à professionnel. Donc ils avaient une équipe qui était très jeune. À ce moment-là aussi, les règles du CI étaient différentes, notamment sur les grands tours. C'est-à-dire qu'on n'avait pas annoncé les nouvelles règles du CI, notamment le fait qu'il faudrait bientôt être dans le top 30 pour réussir à attraper les qualifications sur les grands tours. L'année dernière, pas de grand tour pour cette formation qui n'a pas participé à la Vuelta. Est-ce que ça sera le cas en 2024? Ça n'est pas si évident que ça. Ça se jouera certainement face à Burgos. Encore une fois, je pense que Cara Rural, à cause des affaires de dopage, sera un petit peu exclu de la bagarre. Je pense qu'il y aura Euskaltel parce qu'il y a un passage au Pays Basque. Ça va jouer entre Burgos et Kern Pharma, mais moi je choisirais plutôt Burgos. Parce que je trouve qu'en termes de résultats, et surtout sur les courses un peu plus importantes, c'est un peu plus intéressant. Du côté de l'année 2023, c'est une formation qui a marqué 1617 points, 31e, donc elle est juste à la bordure au niveau des grands tours, ce qui est pas si mal parce que par rapport à la qualité de l'effectif, alors oui, tu avais quelques stars, je pense à Roger Adria, je pense à Galvan également dans cette formation. Mais c'était pas non plus. T'as Hector Carretero également et. Enfin, t'as quelques bons coureurs, mais la majorité de cette formation sont quand même des jeunes coureurs, je dirais, en devenir qui doivent encore se former, donc c'est pas forcément évident. Troisième quand même du Tour de Langawi pour Paolo Castrillo. Roger Adria a apporté beaucoup de points. Huitième de l'Arctic Race of Norway. Il a également fini cinquième du Grand Prix Miguel Indurain. Cinquième de la classique Grand Besançon. Tour de Grande-Bretagne également pour le coureur espagnol. Pardon, un gros rototo là. Qui va changer de formation l'année prochaine. Le problème moi, avec cette équipe, c'est que déjà, on voit que sur les derniers résultats, c'est quand même un petit peu nos Roger Adria dépendance. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a 2-3 coureurs qui amènent les résultats. En dehors, c'est quand même très faible. Je trouve que, au final, il n'y a pas tant de coureurs que ça qui sortent pour le moment de Kern Pharma. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de formation, c'est un petit peu compliqué. Ça fait partie des équipes, je parlais comme Bingo, qui se retrouvent un petit peu en difficulté. Parce que soit elles changent d'idée et elles décident de prendre des coureurs un peu plus âgés pour aller tenter de marquer des gros points au niveau UCI, mais dans ce cas-là, tu perds un petit peu ton côté formation. Soit tu décides de rester dans l'optique de faire de la formation, sauf qu'au bout d'un moment, tu te retrouves un petit peu en difficulté en termes de points UCI. Surtout que tu es obligé de prendre un peu des grands coups quand même, parce que Movistar recrute quand même. Tu as Movistar qui est toujours au-dessus. Et qu'après, les équipes étrangères se fournissent énormément quand même un coureur espagnol.
On peut penser, Juan Ayuso commençait chez UAE, Rodriguez chez Ineos, et il y a d'autres cas comme ça de coureurs qui ne sont pas passés au final par Lidl Trek, par exemple, pour Juan Pedro Lopez aussi, qui est dans cette formation depuis quelques années. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Et en plus, il te manque peut-être des cracks un petit peu dans le collectif. C'est la grande question aujourd'hui. Est-ce que le cyclisme amateur espagnol est suffisamment dynamique pour t'apporter des grands coureurs? Et puis, Kern Pharma va aussi être embêté avec les nouvelles équipes Îles Baléares, qui est en continental, qui est aussi dans l'idée de faire de la formation. Et c'est plus simple en continental de faire de la formation parce que déjà tu as moins cette pression des résultats. Tu as juste un peu la pression du sponsor, mais en gros, pour monter de continental en pro team, c'est pas, enfin, les résultats sportifs comptent très peu. C'est vraiment les résultats économiques qui comptent. Donc, c'est plus simple, tu as moins de pression sur les épaules par rapport à cette équipe Kern Pharma qui, elle, a un peu quand même une pression des résultats, qui a aussi un budget, tu es obligé d'avoir une vingtaine de coureurs. Îles Baléares, ils peuvent en avoir moins. Parce que là encore en continental les règles sont différentes, encore une fois aussi sur les règles de salaire. Île Baléares peut payer ses coureurs moins cher que Kern Pharma, donc pour tenter des gros coups c'est plus simple également. Et ce qui fait qu'En Kern Pharma, ça fait partie de ces formations qui se retrouvent un petit peu en difficulté sur leur possibilité d'avenir et sur la réflexion, encore une fois, de ce qu'on veut faire dans le futur de cette formation. Et ça, c'est vrai que c'est une question qui peut se poser. Au niveau des victoires, on passe aux victoires, on passe surtout à la victoire en fait, parce qu'il n'y en a qu'une. C'est Jordi Lopez sur la deuxième étape du Tour de Taïwan. Sinon, il n'y a rien d'autre. Pour tout vous dire, deuxième étape du Tour de Taïwan où Jordi Lopez s'était imposé devant Raymond Kreder, qui est toujours coureur chez JCL Team UQ. Raymond Kreder, ça fait des années. Devant Benjamin Predes, Jeroen Myers, Giacomo Balabio et Thomas Lebas aussi. Alors lui, il a fait toute sa carrière en Asie. C'est un coureur qui est quasiment inconnu en France, Thomas Lebas. C'est un coureur qui est passé notamment chez Bridgestone pendant des années, qui est maintenant au Kinan Cycling Club, qui également a été en club à l'AVC Aix-en-Provence. Ça fait depuis plus de 10 ans qu'il est professionnel, mais au Japon, dans des équipes continentales. Donc c'est un coureur qui a remporté les bonnes courses japonaises, notamment le Tour d'Indonésie en 2019. Mais voilà, en Europe, il n'a aucun résultat. Je ne sais même pas s'il a couru en Europe depuis 3-4 ans. C'est-à-dire, je pense que depuis la Covid, il n'a pas dû aller en Europe. Et même avant, je regarde 2020, il y avait eu très peu de courses. 2019... je pense que c'est un mec qui n'a pas couru en Europe depuis au moins plus de 10 ans, depuis son passage au Japon. Donc c'est impressionnant parce que c'est vrai que lui, c'est un vrai passionné de vélo, quoi. De continuer à 38 ans à être en continental, c'est pas évident parce que tu sais que t'es pas. Alors au Japon, t'es un peu mieux payé quand même que dans d'autres pays, mais bon, c'est quand même pas le gros salaire. Donc réussir à faire ça, c'est toujours impressionnant et toujours avoir la passion. Comme Raymond Kreder qui a 34 ans et qui est aussi dans cette situation-là depuis 2018, depuis qu'il a quitté la Ramput. Non, je dis chapeau à ces mecs-là quand même. Et puis ça continue d'aller chercher quand même des bons résultats pour ces coureurs-là. Donc c'est marrant encore une fois de les voir à ce niveau-là. En termes de victoires par saison, c'est pas top. C'est la moins bonne saison depuis 2020. En 2021, ils avaient eu 3 victoires. 2022, 2 victoires dans cette formation. Du côté des transferts, pas mal de changements avec 8 arrivées pour 6 départs. Parmi les départs, on a des gros coureurs, les stars un petit peu de cette équipe. Je pense déjà à Roger Adria, le coureur espagnol qui rejoint la Bora Hansgrohe. Igor Arrieta rejoint UAE. Raúl Garcia Pierna rejoint Arkea. Et puis on a Giovanni Carboni qui rejoint JCL Team UQ. Hector Carretero et Voltec Repa qu'on avait vu
eu Repa sur la Vuelta, je crois, une année. Eux ont décidé d'abandonner leur carrière. Alors Repa, il n'a pas couru de toute manière depuis le mois de mars et le Tour d'Alejandro où il avait fini que la première étape. Donc c'est comme s'il était retraité depuis quelques temps. Je pense qu'il a dû avoir un problème physique. Je vais vous dire ça même. Je vais peut-être avoir l'info, c'est pas sûr. Hein. Il est maintenant directeur sportif dans une équipe tchèque. Alors est-ce qu'en français, je vais avoir l'information? Oui, là non, il a juste annoncé mettre un terme à sa carrière. J'ai pas plus d'infos. Alors, est-ce que j'avais... Oui, non, il a juste quitté le cyclisme. Oui, non, il a voulu quitter le cyclisme. Alors, il avait eu un problème physique en 2021. Il avait eu une paralysie de Bell. Donc, c'était une paralysie des muscles du côté du visage qui l'avait tenu en dehors de la compétition pendant 200 jours. Il a fini 5e du Tour de Slovénie en 2022. Ouais, c'est assez surprenant à 23 ans comme ça de prendre sa retraite, mais bon, c'est peut-être compliqué. Puis Carretero à 28 ans. Mais oui, lui, il tentait de se relancer chez Kern Pharma et ça n'a pas vraiment marché. Donc lui, il a pris sa retraite. Une seule victoire chez les professionnels, c'est le Tour des Asturies. Parmi les arrivées dans cette formation, on commence déjà avec Antonios Jesus Soto, qui lui était chez Euskaltel Euskadi. Chez Burgos, on a recruté Miguel Angel Fernandez. Unai Ribar, lui était également chez Euskaltel Euskadi. Marc Brustenga était lui à la Lidl Trek. Et puis, comme d'habitude, on a utilisé à profit la formation Galibier Finisher avec Roré Gutiérrez, Hugo Aznar, Unai Aznar et Diego Uriarte dans cette formation. Ce qui fait que l'effectif 2024, eh bien, il est composé de 24 coureurs. Le plus jeune à 20 ans, c'est Hugo Aznar, le plus âgé à 29 ans. Et puis vous retrouvez quand même plus de 15 coureurs à moins de 25 ans. Uben Ruiz, Eugenio Sanchez, Unai Ribar, Carlos Garcia Pierna, Marc Brustenga, Dani Van Der Tuk, Ivan Cobo, Pau Miquel, Pablo Castrillo, Miquel Retegui, Diego Uriarte, Unai Aznar, Roré Gutiérrez et Hugo Aznar, donc les frères Aznar. On va regarder les coureurs à suivre après, mais c'est un effectif qui... il faut que les jeunes performent, hein, mais dans cette formation-là, il faut qu'il y ait une pépite qui se révèle. C'est le problème, c'est que depuis 2-3 ans, parce que encore une fois, Roger Adria, il était depuis le départ dans l'équipe, donc ils ont eu du mal à trouver des jeunes pépites vraiment talentueuses. Donc ça, c'est un petit peu leur souci. Et puis, encore une fois, c'est un effectif qui perd quand même beaucoup de ses stars. Donc, on a recruté quand même chez les adversaires espagnols, notamment Soto et j'ai oublié son nom au coureur de Burgos. On a pris également Marc Brustenga, mais est-ce que ça sera suffisant pour avoir des résultats qui permettent d'aller dans le top 30 ? Ça me semble quand même un petit peu léger du côté de cet effectif. On commence avec les coureurs à suivre. Alors c'est toujours compliqué avec cette équipe, les coureurs à suivre, parce qu'il y a quand même beaucoup de coureurs qu'on ne connaît que très mal ou très peu. Et ça, c'est toujours un petit peu problématique. C'est vrai qu'il y a des effectifs, encore une fois, que je maîtrise plus que d'autres. Kern Pharma, c'est pas l'équipe que je connais le mieux. C'est pas déjà l'équipe qui m'intéresse le plus, mais c'est pas l'équipe que je connais le mieux également. Alors je commence avec Francesco Galvan. Je l'avais bien aimé, moi, en 2022, Galvan, notamment sur le Grand Prix La Marseillaise, mais il avait eu des bons résultats en 2022. Ça a été beaucoup plus compliqué en 2023. Meilleur résultat, c'était sur le Grand Prix international Torres Vedras Trofeu Joaquim Agostinho, où il prend une 3e place de l'étape 2 et 4e du prologue. Et c'est même sur cette course-là qu'il obtient ses seuls top 10 de l'année. Seulement 43 jours de course. Il a abandonné à la Crow Race en fin de saison, mais ça a été une année difficile pour le coureur espagnol qui, c'est vrai, a assez peu couru sur la première partie de saison.
malgré un début à l'Étoile de Bessèges et surtout des résultats qui n'ont pas été exceptionnels. Donc en 2024, à 26 ans, j'attends un retour au top pour ce coureur qui a quand même une pointe de vitesse intéressante. Donc je me dis, bon, l'année prochaine, j'attends de revoir Galvan, parce que c'est vrai que sa saison 2023 m'a un petit peu déçu. Je l'avais presque oublié, Galvan, pour tout vous dire. Ça fait partie des coureurs que j'avais presque oublié sur l'année. Donc c'est un peu tristoun quand ça arrive dans ce genre de situation. Donc là, j'espère que ça va mieux aller pour Francisco Galvan. On continue avec Soto. Ça devient un petit peu la tête d'affiche de cette formation. Il a un contrat de 2 ans, ce qui est assez rare chez Kern Pharma. On est plutôt sur des contrats d'1 an qu'on renouvelle à chaque fois. Donc c'est très rare les coureurs qui avaient des contrats sur plusieurs années. Je crois que même Roger Adria, alors il a peut-être eu un contrat de 2 ans au départ, mais ensuite il renouvelait d'année en année, puisque l'objectif c'est encore une fois de former, c'est pas forcément de rester chez Kern Pharma. Antonio Jesus Soto, qui a un coureur qui a fait une saison 2024 qui était pas mal, même si en fin de saison il a pas mal abandonné au mois de septembre. Sur toutes les semi-classiques italiennes, 2e du classement de la montagne du Tour du Portugal, 6e de la dernière étape du Tour of Kinque Lake. Il était également 6e de la première étape du Tour de la Communauté de Valence, 5e au Trofeo 16 Salines. Donc Soto, là aussi on est sur un coureur qui a une petite pointe de vitesse, qui passe quand même bien les bosses. C'est pas un gros gabarit, 1m75, 66 kilos. On espère qu'il progressera chez Kern Pharma, mais il aura surtout la pression des résultats. Ça sera un peu la tête d'affiche de cette équipe. Lui qui sait qu'à 29 ans, bon, ça va commencer à être compliqué d'aller en World Tour. On va pas se mentir. Donc, nouveau projet pour lui qui avait toujours connu l'équipe Ascatal parce qu'il avait commencé dans la fondation Euskadi avant de rejoindre l'équipe à Euskadi, donc en 2021. Donc, il était vraiment... puisqu'avant il était dans la fondation Orbea également en termes de résultats. Donc, c'est un coureur qui a des résultats depuis quand même quelques années et depuis 2020 donc chez les pros avec pour objectif, chez les pros, en deuxième division, donc l'objectif désormais avec l'expérience d'amener déjà son expérience à ses équipiers et puis d'essayer d'obtenir des résultats dans le reste de sa carrière. Pour Antonio Jesus Soto, je continue avec Jorge Gutiérrez, 21 ans, très jeune coureur, Jorge Gutiérrez. Là aussi, c'est un coureur qui m'intéresse, Jorge Gutiérrez, parce que chez les jeunes, il y a quand même des bons petits résultats en Espagne et en Italie, notamment 2e place sur la dernière étape du Tour de la Vallée d'Aoste, où il avait fini 13e du classement général. Il a également eu des résultats 9e de la Bidesoa Itzulia U23, 2e de Gordaco Higuera, donc des courses nationales, 15e du Tour d'Extrémadure également en Espagne. Et puis sur le Tour de l'Avenir, cette année il a fini 11e du contre-la-montre à Vatan, qui est un contre-la-montre par équipe, et 14e à Sainte-Foy-Tarentaise lors du dernier jour. Donc c'est un coureur qui a plutôt tendance à bien finir ses courses et qui était dans la formation de réserve de Kern Pharma. Et puis on termine avec Marc Brustenga. C'est un coureur à qui il manquait des résultats pour continuer en World Tour très clairement du côté de la Trek. C'est un coureur qui était annoncé comme très prometteur quand il est arrivé chez Trek Segafredo. C'est vrai que sur ces premières années, ça n'a pas été incroyable. Donc là, maintenant, l'objectif est de se relancer. Lui qui a fini 4e de la première étape de l'Arctic Race of Norway. Mais à part ça, il faut bien dire que sa saison 2023 n'a pas été exceptionnelle. Seulement 5 points marqués au classement UCI. Et en 2022, c'était pas beaucoup mieux. Parce qu'il en avait marqué 0 avec comme meilleur résultat une 8e place sur l'étape numéro 4 de la Crow Race. Donc encore une fois, pas suffisant pour rester en World Tour avec aussi peu de résultats. Donc l'idée va être de se relancer pour un coureur qui avait eu des résultats sur des courses espagnoles, notamment dans sa carrière. Mais c'est vrai que ça fait partie des coureurs qui ont parfois eu des contrats plus facilement parce que ils arrivaient en U23 au moment où il y a eu la Covid, et donc comme il y a eu peu de courses en espoir au bout d'un moment et notamment des courses amateurs,
parfois ça leur a permis, en faisant un ou deux grands résultats ou un bon début de saison, d'avoir des contrats et parfois les résultats ne sont pas venus. Donc Bruce Tenga, il va falloir se relancer pour le coureur espagnol. On passe au maillot de la saison 2024 de Kern Pharma. Eh bien, c'est un maillot qui reste vert, peu de changements en fait, tout simplement sur le maillot. C'est le dégradé qui diffère légèrement. Là, ce sont deux bandes bleues, enfin deux bandes verts un peu plus claires qui font le dégradé. L'avantage, c'est comme Bora a changé une partie de son maillot, notamment la manche, eh bien, ils seront plus facilement reconnaissables. Parce que parfois on pouvait légèrement les confondre avec la Bora. Là, ça sera un petit peu plus facile du côté de l'équipe Kern Pharma. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!